juste vais faire, mais c'est juste vais faire une petite présentation en portugais de vous, voilà, juste pour les élèves ici. Et après, j'ai pu te donner les, je peux te dire pour parler, voilà. Bom, a gente pode começar então? Pessoal, então, como eu expliquei para vocês, a gente vai tentar fazer esse bem bolado aí, uma tentativa de francês por alguém que não fala francês já faz um bom tempo, mas vamos tentar. Eu só vou fazer uma apresentação do professor aqui para vocês, né, para a gente começar, e aí ele segue falando. Eu já peço de novo desculpas pelos possíveis equívocos da tradução, tá? A gente fez uma tradução super rápida, e aí... Bom, o professor Stefano Vicari, ele é professor da Universidade de Gênova, né? Ele, na verdade, ele é da cátedra de estudos de língua francesa, né? Por isso do francês, então ele trabalha com língua francesa. O currículo dele está em italiano, então eu estou lendo assim... possível, tá? Ele fez o doutorado, né? Ele defendeu seu doutorado em 2011, né? Com o tema de Les représentations de la langue française, attitude pré-discours, question de confiança, inclusive que teve uma menção très honorable na defesa, na Universidade de Brescia, e na Itália, né? Creio eu, Brescia Parigi, na Itália, e pela Universidade de Paris 13, né? Ele é, então, professor da Universidade de Gênova, né? Ele está radicado ali em Gênova, e ele trabalha com as questões da folk linguistics, né? Da linguística popular, ancorada também nos estudos da Marianne Pavot e também nos estudos da folk linguística de língua inglesa, né? Lembra que ontem a gente falou, né, sobre os 3 lugares, né? Então ele é ancorado também na folk linguística de língua inglesa, e é isso. E ele vai falar um pouco para a gente do trabalho dele. Como ele disse, ele vai ser um pouco menos analítico, né? Vai falar um pouquinho mais por cima, né? E vai tentar explicar. E como eu disse para vocês, surgindo muitas dúvidas, vocês não entendendo muita coisa, pode me dizer que a gente vai tentando explicar, tá bom? Voilà, monsieur. Quando vous voulez, vous pouvez parler. Ok, et je m'arrête chaque diapositive pour que tu traduises. Pardon? Tu traduis après chaque diapositive? Ah non, vous pouvez parler continuellement parce que j'ai traduit tous les PowerPoint et les élèves pour lire. Et voilà. Tu peux parler continuellement. Quand les élèves m'ont dit quelque chose, je peux te dire et je peux te... Ok. Voilà. Okay. Alors, donc je pars, hein, et dans dans ce séminaire, pour ce séminaire, j'ai pensé, comme j'ai vu, déjà, je vous remercie beaucoup, hein, je suis vraiment content de pouvoir vous connaître, de vous voir, et dans l'attente de nous voir en décembre, donc... Alors, pour ce séminaire, j'avais proposé, comme je me suis dit que vous avez eu une journée et demie sur la linguistique populaire, donc ce n'est pas le cas de beaucoup insister sur la définition de linguistique populaire, etc. Mais plutôt, il me semblait utile de voir comment la linguistique populaire peut être, disons, comment la linguistique populaire peut être intégrée dans une approche socio-terminologique. Après mon doctorat, à travers la notion de confiance épistémique et celle d'autorité. C'est un peu mon approche théorique et méthodologique à la linguistique populaire que j'ai élaborée dans ma thèse, donc il y a longtemps, mais que... donc, je propose de réutiliser, de réadapter à la socioterminologie. Après mon doctorat,
je me suis intéressée au discours sur les énergies renouvelables et donc sur les discours sur le terme, sur la terminologie. Donc, je me suis penchée un peu sur ces questions de terminologie et en particulier la socioterminologie. Et je me suis dit que la linguistique populaire pouvait apporter une contribution à la socioterminologie et vice-versa. Donc, je vous présente un peu mes hypothèses et objectifs, puis la méthodologie un peu rapidement, et puis on va voir les analyses que j'ai menées dans ce forum. En particulier, je vais analyser les stratégies à travers lesquelles les locuteurs dans des forums Internet légitiment leur dire. Et donc, pour construire un discours légitime et digne de confiance sur lequel se fonde la négociation, l'acceptation, l'appropriation des termes, des spécialités dans ces dispositifs. Parce qu'en fait, les forums Internet constituent, je veux montrer que le forum Internet constitue des lieux où l'autorité existe, continue à exister, en dépit de ce qu'on dit, les nouvelles technologies, le web 2.0, il n'y a plus d'autorité, mais finalement, il y a des endroits tels que le forum où des locuteurs plus ou moins experts interagissent entre eux. Donc, la folk linguistics et la confiance épistémique. Ça, c'est mon approche théorique que j'avais élaborée déjà pendant ma thèse. Et alors, je n'entre pas dans le détail, je ne vous dirai pas la définition des folk linguistics, vous la connaissez déjà au bout de ces 2 jours, de ces 2 journées, mais justement, de par ses objectifs, la folk linguistics rentre dans le cadre plus général de l'étude du folklore d'une communauté. Parce qu'en fait, et notamment, elle s'intéresse à la façon dont les savoirs et les connaissances des discours dits de sens commun se construisent et circulent dans le tissu social. Cela dit, donc, on voit très bien que la folk linguistics rentre dans un domaine de recherche, de mon point de vue, qui s'appelle l'épistémologie sociale. L'épistémologie sociale est un domaine de recherche qui étudie la façon justement dont les gens, les personnes acquièrent du savoir par le truchement d'autrui, donc à travers la confiance qu'ils font aux autres. Et donc, et en particulier, l'épistémologie sociale essaie de comprendre les conditions dans lesquelles les locuteurs, disons, pour comprendre ces conditions à travers lesquelles on acquiert de la connaissance, l'épistémologie sociale élaborée, la notion, disons, tourne autour de la notion de confiance épistémique. La confiance épistémique est la façon dont, bon, c'est, la citation à la définition de Gloria Origi, la confiance est entendue comme un état cognitif et motivationnel complexe, un mélange de rationalité, de sentiments et d'engagement au sujet d'une relation avec les autres. Et cette confiance nous intéresse tout particulièrement, cette définition, parce que selon Origi, qui est une philosophe, elle se construit dans le discours, donc dans un espace de discours qui permet la création de nouvelles formes de légitimité morale, un espace de discours partagé. Et lorsqu'on s'intéresse, donc on comprend très bien que quand on étudie le folklore d'une communauté, les connaissances ordinaires, la question principale à laquelle il faut répondre, et bon, qui reste un peu là, toujours là, on peut l'étudier, on peut l'analyser, mais la réponse définitive, bon, un peu trop difficile à cerner, hein, qui a l'autorité pour, en fait, comment les locuteurs, comment les gens reconnaissent l'autorité de quelqu'un, qui a l'autorité pour tenir certains discours.
Et donc, pour que ces discours entrent dans le sens commun, comment les discours sur la langue dite de sens commun se sont construits et circulent, en fait, sur la base de quelle autorité? À partir de quelle posture? Qui tient ces discours? Mais si vous me permettez, j'ai pu faire une petite explicação pour les élèves. Excuse-moi. Não sei se vocês. Exatamente o que está no slide, tá, gente? Ele está falando exatamente o que está no slide. Então, logo anteriormente, ele falou que ele vai olhar o que as pessoas vão dizer sobre algumas questões específicas, e ele fala, aí ele vai dizer, olha, eu parto da epistemologia social e da noção de confiança epistêmica, tá? Essa é a noção que ele vai partir, que ele está escrevendo que ele está dizendo exatamente assim, e ele está dizendo, então, que ele vai olhar o que as pessoas dizem sobre língua, que é o que a gente faz na linguística popular. Só para vocês prestarem atenção, que o que ele está dizendo está bem marcado no slide, tá? Ok? Voilà. Ok, merci. Non, merci à toi. Merci. Donc, posé dans ces termes, l'approche théorique et méthodologique de la linguistique populaire apparaît très féconde dans le cadre d'approches terminologiques qui sont soucieux de prendre en compte la circulation sociale des termes. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas, de terminologie, c'est-à-dire toute la construction des terminologies de spécialités scientifiques, techniques, etc. Vous savez que pour parler de certains domaines de spécialité, il faut recourir à des termes, donc à des mots tout particuliers, scientifiques, techniques, etc., qui font l'objet d'études de la part de la terminologie. Or, dernièrement, et surtout avec l'approche socio-terminologique de Godin, déjà 93 et puis 2003 surtout, les terminologues ont commencé à s'ouvrir au-delà aux pratiques terminologiques, au-delà des communautés de spécialistes. Donc, ils se sont mis à regarder comment les termes circulent dans les discours de vulgarisation, de divulgation, etc. Et en particulier, l'approche glottopolitique veut que, disons, Godin soutient l'importance de réfléchir sur les modes d'élaboration et de diffusion des termes nécessaires aux usagers dans la société, avant de proposer tout genre de planification terminologique. C'est-à-dire, avant de proposer des nouveaux termes, il faut consulter les acteurs concernés pour que ces nouveaux termes aient succès. Donc là, vous comprenez bien que de par l'adoption du point de vue glottopolitique, les études socioterminologiques s'inscrivent dans le cadre plus vaste de l'étude des mentalités langagères, tout comme la folk linguistics, et donc de l'étude de la construction de la circulation des savoirs plus ou moins spécialisés. Donc, en particulier, il me semble que la folk linguistics permet l'intégration de la folk linguistics dans les études socioterminologiques permettrait d'abord de reconstruire l'ensemble de représentations circulant autour de certaines réalités dont la discussion était autrefois reléguée au cercle savant. Okay? Et cela constitue aujourd'hui une priorité, une nécessité primaire, surtout dans des domaines où la participation active du citoyen et son adhésion sont très importantes, comme par exemple le cas d'étude que je vous présenterai aujourd'hui, c'est le cas des énergies renouvelables. Après, j'entre un peu plus dans le détail. Ensuite, donc, une meilleure compréhension de ces processus cognitifs et discursifs, donc de ces représentations, présuppose donc la compréhension des autorités reconnues par les usagers dans le domaine terminologique et permet aussi d'agir sur ces représentations. Tout terminologue qui souhaite proposer des politiques linguistiques devrait donc s'intéresser à la question de la confiance épistémique et au rôle de celle-ci dans la construction de représentations ordinaires des termes. Ensuite, la folk linguistics permettrait également de mettre en lumière les processus discursifs et cognitifs de ce que Godin appelle sociogénèse des termes,
donc, c'est la réponse aux questions comment et pourquoi les nouveaux termes sont-ils acceptés ou rejetés par la communauté des locuteurs? Quelles sont les raisons qui conduisent au choix de nouveaux termes? Quelles sont les variables discursives qui entrent en jeu? Donc, l'analyse des discours métaterminologiques, qui entrent dans la folk linguistique ordinaire, offrirait des pistes aux terminologues professionnels et contribuerait au développement de la réflexion théorique sous plusieurs aspects, qu'on verra à la fin de cette intervention. Et enfin, la folk linguistique souhaite l'abandon d'une vision dichotomique entre savoir ordinaire et connaissances scientifiques pour les poser sur un continuum et qui dépasse la question des statuts ontologiques, c'est-à-dire locuteur expert et non expert. Donc, comment définir un locuteur expert et non expert? La folk linguistique permet d'abandonner cette dichotomie, de les poser sur un continuum et de distinguer entre compétences, non pas en fonction d'appartenance ontologique stable. Donc, moi, je suis ingénieur, je suis spécialiste, etc., je suis scientifique, mais plutôt en fonction des positionnements énonciatifs qui se développent au cours des interactions. Parce qu'en fait, vous conviendrez avec moi qu'un ingénieur, un spécialiste des énergies renouvelables, un ingénieur, un scientifique, peut très bien participer à des discussions sur des forums Internet ou sur son mur Facebook. Donc, dans ces cas-là, s'il est vrai qu'il est spécialiste au départ, qu'il a des compétences acquises à travers des études de son travail, dans ces situations de communication-là, est-ce qu'il adopte une posture d'expert tout court? Est-ce qu'il parlerait comme il parle avec ses pairs, avec d'autres spécialistes? Donc, déplacer la question des appartenances ontologiques à des positionnements énonciatifs. Donc, pourquoi j'ai choisi... J'ai pu faire um petit pause. O professor estava falando exatamente da questão sobre olhar as pessoas que não são linguistas a partir do que ele está chamando aqui, do que ele está utilizando aqui de posição enunciativa, tá? Então, ele está olhando, ele fala, um engenheiro vai falar sobre língua, e apesar de não ser a competência dele, ele vai falar sobre língua, e ele vai, então, ocupar essa posição enunciativa de quem fala sobre língua, tá? Isso que o exemplo do engenheiro que ele deu foi esse, que não está no slide isso aqui. C'est bon? Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, pourquoi je me suis penchée sur les énergies renouvelables? Parce que c'est un domaine de spécialité qui est encore relativement récent et donc instable. La terminologie des énergies renouvelables, alors là, c'était vrai en 2008, mais c'est vrai encore aujourd'hui. Vous savez que les technologies des énergies renouvelables constituent un véritable défi mondial maintenant. Donc, la terminologie change tout le temps. Les termes changent. Et donc, il y a une certaine instabilité qui peut, au moins dans mon hypothèse, ce qui se vérifie, engendrer des risques de confusion, engendrer des débats sur la langue, sur les termes. En plus, et celle-là, c'est la raison principale, la participation active du citoyen est une nécessité primaire pour que les énergies renouvelables puissent représenter une alternative énergétique convaincante. C'est-à-dire, pour que les énergies renouvelables s'installent dans le monde, dans les usages de tous, il faut que les gens connaissent et il faut que les gens comprennent ce dont on parle, parce que les énergies renouvelables demandent des investissements plutôt importants, donc de la part des gens. Donc il faut qu'ils comprennent, il faut que les termes soient clairs. Et donc il y a cette nécessité, plus que dans d'autres domaines, de l'astrophysique par exemple, de se faire comprendre aux gens. Et enfin, donc, les termes des énergies renouvelables
me paraissent donc particulièrement intéressants pour observer les mécanismes de confiance et de construction de la légitimité en matière terminologique, à travers des débats métalinguistiques et profanes. Donc, les questions auxquelles on va essayer de répondre ensemble, plus ou moins, quelles sources d'autorité sont mobilisées par le locuteur au cours des échanges? Quels indices, quelles traces d'autorité peut-on repérer au niveau des supports? Donc, des supports Internet, dans ce cas, c'est les forums. Et on se pose également la question, est-ce que l'origine institutionnelle, scientifique ou technique de certaines décisions en matière terminologique est-elle suffisante pour que les scripteurs soient disposés à les accepter comme en langue d'elles-mêmes? Donc, on va voir un peu ce qui se passe dans ces forums. Le corpus, hein, je n'entre pas dans le détail, je vais passer un peu vite, parce que c'est plutôt tard pour vous, les pauvres. Alors, ce sont 3 portails d'information en accès libre et gratuit, donc créés par des équipes de spécialistes, des ingénieurs, etc., qui ont dont l'objectif est de débattre, de promouvoir et vulgariser des connaissances sur les énergies renouvelables. Donc, il n'y a pas de but lucratif, c'est le simple échange d'opinions et de propositions. J'ai sélectionné un corpus d'à peu près 800 commentaires métalinguistiques publiés entre 2003 et 2012, qui était à l'époque la période sur laquelle j'ai travaillé. Donc, quelques caractéristiques de ces interactions. Déjà, les gens communiquent par pseudonyme, ce qui est important, on le verra pour la construction de l'autorité discursive, on le verra après, ce qui fait partie de l'identité numérique. Il y a une certaine hybridité énonciative, c'est-à-dire il y a des scripteurs avec des compétences fort différentes. On le voit là avec le code couleur. Et ils parlent de leur discours. Donc, il y a tout un métadiscours sur leur discours, sur les énergies renouvelables telles qu'ils se tiennent, qu'ils sont tenus dans ces forums. Et ensuite, ils explicitent le but de ce forum, c'est-à-dire l'acquisition de savoir-faire pratiques et procéduraux. Donc, il s'avère vraiment comme un observatoire idéal des conditions de succès et de l'insuccès des termes et qui sont liées à des nécessités d'une communication plurilogale de type asymétrique. Plurilogale, c'est-à-dire plusieurs locuteurs, asymétrique, c'est-à-dire des locuteurs avec des compétences différentes. Donc, quelles sont ces stratégies de construction de la légitimité? D'abord, on peut aller regarder du côté des supports. Donc, le support, le forum, vous le connaissez, j'imagine. Hein, les forums permettent à ces locuteurs d'interagir à travers des pseudonymes, mais ils mettent à disposition également des locuteurs, des interlocuteurs, des informations qui sont plutôt importantes pour la construction de ce qu'on peut appeler un ethos technodiscursif. Alors, l'ethos, c'est l'image que le locuteur crée de soi-même, de soi-même. Et dans ce cas, on peut l'appeler technodiscursif parce qu'il se fait à partir de paramètres, disons, technodiscursifs. Comme, par exemple, on le voit dans Futura Science, le pseudonyme qui peut être, comme dans ce cas, un jeu de mots avec le nom d'une plateforme de bioingénierie, ce qui montre déjà le fait que ce locuteur connaît cette plateforme et il est plutôt expert, donc il se place du côté d'un expert. La date d'inscription et le nombre de messages écrits, ce qui donne des paramètres quantitatifs à propos d'une sorte... Donc, ils nous disent, ces données nous disent au moins que le locuteur fréquente ce forum depuis longtemps, qu'il écrit beaucoup de messages, donc en principe, il a lu beaucoup de discussions, etc. Dans le site, sur le forum éconologue, l'éconologie, donc à côté, et on a un peu plus d'informations. Donc, après le pseudonyme, on
on nous dit la hiérarchie de l'utilisateur. Dans ce cas, Ahmed est un iconologue expert. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ces messages, qu'il a écrit beaucoup de messages, et là il y a le numéro de messages écrits, et donc un nombre important de messages écrits. Les étoiles qui correspondent au nombre de messages émis par les autres administrateurs du site. Donc, vous voyez que ça fonctionne comme une gage de fiabilité. Les autres administrateurs du site qui qui sont des spécialistes, parce que c'est dans la présentation générale, là je ne voulais pas montrer, parce que, mais on dit que c'est une équipe d'ingénieurs, de techniciens qui a ouvert ce forum. Donc, les administrateurs ont marqué dessus de la fiabilité ces messages. Ensuite, on donne également la localisation pour voir où il habite, etc. Et puis, le nombre total de messages émis par les forumeurs. Donc, on voit que là, s'il est difficile de cerner de manière précise le poids de ces informations dans la dynamique des échanges, et ne peut pas nier que la présence de ces informations contribue à la constitution de ce qu'on peut appeler un certain ethos technodiscursif qui contribue à créer une sorte de ce qu'on peut appeler crédibilité prédiscursive de ces locuteurs. Parce que l'interlocuteur, quand il lit le message, il voit tout de suite ces informations. Et donc, il peut, disons, déjà calibrer, avoir des attentes par rapport a ce qu'il voit. Ele está afirmando que essas informações que ele delineou aí, que estão todas aí, elas são as informações que constroem, então, o técnico, o que ele está chamando, o que ele está trazendo aqui como tecnodiscurso, ou seja, o tecnodiscurso tem todas esses adendos, essas informações, e que isso constrói uma fiabilidade, né, uma credibilidade, se assim se pode dizer. Oui, voilà. Merci pour ce travail. Alors, j'essaie de ne pas trop ajouter des choses, mais c'est difficile, c'est vrai. Alors, dans bon nombre de discussions sélectionnées, l'on observe des stratégies de légitimation des dires qui relèvent de ce que Menguenon appelle ethos dit, c'est-à-dire ce que le locuteur dit sur lui-même. Donc, la façon dont il se présente en discours. Et en particulier, on voit très bien que les locuteurs mettent en avant volontiers la première personne, donc le je, et à travers quoi? Surtout la formation, l'expérience professionnelle. Donc, au cours de mes différentes lectures sur le sujet, ou bien j'ai dû, donc là j'ai utilisé le code de couleur, ou bien j'ai dû pour des raisons professionnelles travailler 3 années de suite en URS, sans ma formation d'électrotechnicien non passé de contrôleur de travaux finis. Alors, donc ils explicitent et peuvent expliciter leur maîtrise des concepts et de la terminologie des spécialités, mais à travers donc leur formation, leur expérience professionnelle, qui justifie donc, du moins à leurs yeux, dans les discussions, donc leurs interventions, et permettent donc d'avancer aussi des critiques du discours sur l'environnement tenu par des discours politiques. Parce qu'en fait, c'est plutôt constant dans tout le corpus, il critique le discours politique et publicitaire. Du côté des stratégies de l'éthos montrées, donc, non pas ce que les locuteurs disent d'eux-mêmes, mais plutôt comment ils se montrent dans l'acte d'énonciation. Donc, la façon dont leur discours permet de comprendre quelque chose d'eux, et en particulier dans ce cas, de reconstruire leur expertise, leur autorité. Et en particulier, on le voit très bien dans les reformulations. Ces reformulations sont toutes particulières, et parce qu'on le voit, il montre, l'escripteur, à travers ces reformulations,
montrent leur expertise, leur maîtrise du domaine des spécialités par la sélection d'une terminologie réservée à une communauté de spécialistes, dans laquelle ils s'incluent, à travers le on inclusif et le possessif. À regarder, dans notre jargon, dans le jargon, on appelle ça. Donc, il est intéressant de voir que ces reformulations, dans ces reformulations, le reformulant, c'est-à-dire le mot qui est utilisé pour reformuler le terme de spécialité, est plus opaque, est plus difficile à comprendre que le mot reformulé. Bon, on le voit très bien ici dans le second exemple, ventiloconvecteur, WC dans notre jargon. Donc, le sigle WC est beaucoup moins transparent que le terme développé, ventiloconvecteur. Donc, on voit très bien que ce genre de reformulation qui constitue un type d'activité métalinguistique, donc qui rentre parfaitement dans le domaine de la linguistique, ne répondent pas à une nécessité de divulguer des connaissances, mais plutôt à celle de construire sa propre expertise, de s'inclure dans une communauté de spécialistes. Pardon, mas vocês entenderam essa parte? Ele está dizendo que o fato de utilizarem o VC, que seria o ventiloconvecteur, que é esse termo, ele é uma maneira de construção linguística. Não é que está dizendo, falando sobre, mas está produzindo, construído, porque se utiliza na internet, que é o corpus dele, não se fala, porque eles estão falando aqui, né, tomando um grupo de água, tipo a terma, mais potente, pode ser necessário mudar a fabricação. A terma ainda não estão disponíveis, adicionando unidades ventiloconvecteurs, que é unidades de convecção de ventilação. E aí eles usam esse VC, ou seja, no nosso jargão, no jargão dos engenheiros, né? Enfim, eles usam esse VC. E ele está dizendo que exatamente esse movimento de utilizar esse VC é um movimento para se olhar na linguística popular. Se eu compreendi bem, mas acho que sim. Je pense que oui, je n'ai pas très bien compris, mais je pense que oui. Parce que... si je ne suis pas claire, tu me le dis, hein? Je répète. Mais non, c'est très clair. C'est juste pour les élèves qui ne parlent pas français. Oui, les pauvres, les pauvres. Désolée, je voudrais parler le portugais, c'est mon rêve. Alors, dans d'autres cas, disons que pour justifier leur dire, dans les discussions autour des emplois des termes de spécialité, les scripteurs s'appuient sur ce qu'on peut appeler, à la suite de Pavot, la mémoire de la langue. Donc, cette sorte de magasin de souvenirs qui concerne le sens des mots, là je cite Pavot, la propriété des expressions, la correction des tournures, etc. Une sorte de trésor collectif et social que Saussure oppose à la parole. C'est-à-dire, les locuteurs, ce sont les cas où les locuteurs disent ah, c'est comme ça qu'il faut dire, hein, ce qui est c'est le discours normatif par excellence. Donc, cette sorte de mémoire de la langue se développe dans ces échanges, surtout à travers le recours à des définitions spontanées, donc à des lexicographismes, comme le dirait Pavot dans les discours. En particulier, ce qui m'a frappé, c'est le syntagme adverbial par définition, prépositionnel par définition. C'est un syntagme qui revient à maintes reprises dans les échanges et qui renvoie justement à cette mémoire de la langue. Alors, dans cet extrait, on le voit très bien qu'il y a plusieurs stratégies qui se superposent. Alors, le scripteur restreint d'abord le domaine de spécialité dans lequel le sens du terme qu'il emploie est valable, donc en physique. Ce qui présuppose donc qu'il fasse partie du domaine scientifique. Donc, en physique, ou comment qu'il maîtrise la terminologie physique, de la physique. Et par là, donc, il inscrit ensuite un discours en syllogisme. Un syllogisme. Si faire froid, c'est absorber de la chaleur, alors une détente abiotique, etc.
Donc, susceptible, ce syllogisme, d'inscrire un disque. Et donc, à partir... Pardon, je me suis perdu un instant. Alors, donc, il inscrit un syllogisme où il oppose un vocabulaire individuel à celui de la physique, donc dans ton vocabulaire, hein, donc ce qui montre bien la dépréciation de son vocabulaire par rapport à un physique. Et ensuite, il y a des éléments définitoires, hein, introduits par le syntagme par définition. Okay. Et c'est donc à partir, et donc qui est susceptible d'inscrire cette autorité de la langue, de la mémoire de la langue, dont l'autorité serait indiscutable. Et c'est à partir justement de cette mémoire de la langue que le scripteur se lance dans des critiques véhémentes contre le langage publicitaire. En fait, là, on le voit, ne vous laissez pas avoir par les commerciaux. Par définition, la puissance nominale, c'est la bonne puissance de fonctionnement. Les commerciaux jouent trop sur la peur des gens. Donc, ils critiquent les commerciaux à partir d'une mémoire de la langue et d'une définition des termes qui serait propre, qui serait juste, correcte et qui réside on ne sait pas où. Alors, dans ce cas, la forme de la définition est une forme, disons, la définition est formulée sous la forme d'une liste de référents. C'est une définition extensionnelle, parce qu'on voit très bien qu'il n'y a pas de scènes distinctives, mais plutôt des éléments du monde auxquels on peut attribuer la dénomination eau dite sale, donc eau d'ossisseur, traitement d'eau, aquamagasin, etc. Et donc, il y a cet énoncé définitoire sous forme de liste, et la liste est très importante comme forme cognitivo-discursive, prédiscursive, parce qu'elle permet de catégoriser, de pré-catégoriser des éléments qui ne sont pas a priori déjà catégorisés, donc de les considérer au même niveau. Mais aussi le recours à des questions rhétoriques, qui au niveau rhétorique, justement, des questions généralisantes, qui au niveau rhétorique entérinent la vérité de ce qu'ils disent. Donc, il n'y a pas de réponse attendue à ces questions. Donc, ces définitions sont proposées comme stables, hein, même s'il n'y a pas le recours à des sources lexicographiques. Et là, on le voit très bien, le code couleur. J'espère que le code couleur peut vous aider un peu. Hein, il y a la reprise, c'est le même schéma argumentatif, reprise des mots de l'autre, et puis questions rhétoriques qui servent à, disons, apporter un jugement négatif sur ce que l'autre a dit, et puis des démonstrations logiques sous forme de liste, encore une fois. Donc, on voit très bien, ce sont des stratégies qui permettent la construction d'un discours évident, partagé. Alors, parmi les autorités convoquées par les scripteurs au cours des échanges, une place importante est faite aussi au dictionnaire et au glossaire des spécialités pour l'élaboration des définitions. Donc, les définitions que nous avons vues jusqu'à maintenant, donc, qui sont faites de manière spontanée, si vous voulez, sans renvoi à aucun outil lexicographique, là, on passe maintenant à des définitions qui s'appuient sur des sources lexicographiques. Et on le voit très bien que dans l'ensemble du corpus, l'autorité des dictionnaires ne semble pas aller de soi. Alors, les locuteurs, en particulier, les dictionnaires sont cités, donc ils sont reconnus comme des autorités dans le domaine. Des dictionnaires, des glossaires, des spécialités sont reconnus comme des autorités, mais elles sont mises en discussion, remises en discussion. Elles font l'objet de commentaires, d'ajustements de la part des scripteurs à partir de leur propre connaissance personnelle.
Alors, ils identifient en particulier des lacunes terminologiques, des problèmes sémiques, donc les définitions ne seraient pas suffisantes pour comprendre le concept, et c'est un peu le problème des définitions terminologiques. Et vous voyez que c'est presque, c'est 40% des cas des définitions lexicographiques, où il y a ces ajustements. Je n'entre pas dans le détail, hein, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe dans ces... Et la même méfiance peut se retrouver à l'égard des discours techniques et scientifiques. Là, on voit très bien qu'on a une citation directe d'un texte scientifique, et puis des liens hypertextuels aux recherches, mais le scripteur est à des sites de vulgarisation scientifique. Mais ces renvois font l'objet toujours de suspicions, et surtout, donc, ils sont mis en, disons, en discussion, toujours à partir de l'expérience personnelle, de l'expertise. Donc, si d'un côté, les scripteurs font référence au discours scientifique, de l'autre, il semblerait qu'ils privilégient l'expérience sur le terrain, ou du moins la négociation entre eux, au détriment d'une formation qu'ils considèrent comme trop éloignée des nécessités de type pratique et utilitaire auxquelles les échanges sur le forum devraient permettre de répondre aux yeux des scripteurs. Donc, finalement, ce petit cas d'étude très rapide devrait permettre au moins d'entrevoir, de s'apercevoir de la possibilité, donc de la possibilité de, disons, de la valeur ajoutée que la socioterminologie pourrait fournir à la folk linguistics en tant que, surtout, il me semble, en tant que terrain pour observer des pratiques métalinguistiques situées, c'est-à-dire ancrées dans des contextes quotidiens, pratiques, qui vont bien au-delà, dont les enjeux dépassent les questions seulement normatives, puristes. Vous savez, le discours puriste en France est très fort. Mais là, il ne s'agit pas seulement de parler de la langue. Là, on parle de la langue, de questions linguistiques, pour des retombées, avec des retombées plutôt quotidiens, plutôt pratiques. Donc, l'enjeu n'est pas le purisme linguistique, ne se situe pas dans le purisme linguistique, mais plutôt dans la nécessité de comprendre des termes qui ne sont pas toujours très transparents. Et cela ne va pas bien lorsqu'il faut développer certaines réalités comme les énergies renouvelables qui concernent tout le monde. Et donc là, la socioterminologie permet à la folk linguistics déjà de montrer, constitue déjà un terrain fertile. De son côté, la folk linguistics peut donner, qu'est-ce qu'elle peut donner à la socioterminologie? Elle peut montrer sous quelles conditions les locuteurs sont disposés à faire confiance en matière terminologique, et donc là, à montrer les conditions de succès des termes dans le tissu social. Et en particulier, sous 3 points de vue qui concernent les 3 aspects qu'on a retrouvés le long des analyses que nous avons vues, dont je vous ai donné un aperçu. La nature et la forme du terme. Il y a plusieurs théories spontanées des relations entre le terme et le concept au cours de ces échanges. L'utilité du terme. Est-ce que ce terme remplit des lacunes terminologiques? Est-ce que les locuteurs ressentent le besoin de ce terme? Et est-il assez transparent ou est-il ressenti comme trompeur, comme appartenant à une terminologie politique, vendeuse, commerciale? Enfin, quelle est la modalité de proposition? Quelle est la meilleure modalité de proposition de nouveaux termes? Qui a l'autorité, donc, dans un contexte donné pour proposer de nouveaux termes? Et quelle modalité de proposition serait les plus performante? Parce qu'en fait, on a vu qu'ils ont du mal à accepter une autorité qui vient d'en haut sans justification ultérieure. Et donc là, j'espère vous avoir donné un peu un cadre, un aperçu un peu rapide, mais au moins un peu, c'était mon idée de départ.
Et j'ai fini. Je suis en train de retirer ça. Oui, c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment très clair parce que tous les points qui vous parlez sont dans les PowerPoint. Donc, c'était tranquille. J'ai juste faire un petit truc ici, mais voilà. Gente, aonde estava escrito preditivo era pré-discursivo na tradução, tá? Sei lá por que saiu daquele jeito, mas só para vocês. Acho que a gente esqueceu de arrumar. Voilà, je vais faire la ouverture pour la discussion. Et j'ai pu faire les élèves et pu faire toutes les questions en portugais que j'ai fait la traduction. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mais je vais faire les questions. Merci à toi, merci à vous tous. Alguma questão, pessoal? Em relação de dúvida mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, e mesmo questões para o professor, eu traduzo. Você, Renata? Ah, tudo bem? Ok. Você pode pedir para ele elaborar com posição enunciativa, contribui para essa sociogênese dos termos? O que ele para ele elaborar alguma coisa sobre posição enunciativa, a relação com a sociogênese dos termos. Tá, para contribuir para a socioterminologia que ele está dizendo, é isso? Sim. Tá. Vai trabalhar essa sociogênese. Tá. Como é seu nome, amor? L'élève qui s'appelle Moïse, ici, il fait une question que j'ai essayé de traduire pour vous. Il dit que si vous pouvez parler un petit peu de la notion de position initiative avec la question de sociogénésie ou avec la question de socioterminologie. Donc, la position initiative aider quelque chose dans la socioterminologie. Oui, alors, non, ce que je voulais, parce qu'en fait, là, je suis allé rapidement, j'ai passé un peu vite. Hein, alors, l'idée que, vous savez que dans les forums Internet, on ne connaît pas les interlocuteurs. On a des indices sur leur identité et sur leur expertise. No fórum de internet, a gente nunca conhece o interlocutor, a gente tem um indício de quem é e de sua expertise, né, do seu expertise. Donc, ce type de communication favorise, disons que favorise la prise en compte, non pas du statut de ton interlocuteur, de l'interlocuteur, c'est-à-dire, au moins qu'il ne te dise « je suis expert », et je suis ingénieur, je suis spécialiste. Tu comprends son expertise à partir de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit, de comment, c'est-à-dire, de comment il se positionne dans son discours et dans l'échange. Ele está dizendo, então, sobre a posição discursiva, que nesse mundo, então, de internet, a gente só compreende a expertise de alguém, ou o seu lugar, né, expertise no sentido profissional, né, de competência, a competência de alguém a partir do lugar que ele se coloca, então, a partir do que ele diz, do que ele escreve ali, né, porque a gente não sabe quem é essa pessoa, né, mas a gente percebe isso a partir do que ele diz ali. Parce que l'idée, en sociolinguistique et en socioterminologie, en linguistique en général, surtout en France, on pose toujours des catégories, on parle tout le temps de communautés, de groupes et de catégories comme des catégories étanches, des groupes sociaux, communautés sociales étanches. Mais dans la réalité, chacun de nous appartient à plusieurs groupes, à plusieurs communautés.
c'est notre positionnement par rapport aux autres qui change. Donc, je voudrais plutôt mettre donc l'accent sur le positionnement du locuteur plus que sur son appartenance à un statut défini. Parce que, d'autant plus que dans le web 2.0, donc dans les réseaux sociaux, le statut, l'appartenance préétablie, disons, est moins importante, à un point mineur dans les échanges. Je ne sais pas si... Ele diz que na sociolinguística, na socioterminologia, na linguística em geral, a gente... na sociolinguística em geral, a gente pensa em grupos, né? Então, pertencente ao grupo tal, alguma coisa nesse sentido, mas que na rede isso não é muito fiável, né? Na realidade isso não é muito confiável, por assim dizer, ou isso não é muito real, já que nós pertencemos a vários grupos. Né? Então, já que a gente dança, já que a gente anda por vários grupos, né? E aí, au final, eu já perdi. Vous dire que dans la linguistique en général, nous pensons en groupe, mais dans la réalité, nous sommes personnes, nous sommes sujets qui pouvaient occuper tous les autres groupes, voilà. Mais les fins de qui veut parler, je m'oublie, pardon. Les fins de... Ah non, oui, non, mais l'essentiel, tu l'as dit. Ouais, voilà. C'est ça, mais c'est surtout en sociolinguistique. On parle toujours de communauté de jeunes, communauté de banlieue. Mais c'est quoi cette communauté? Quels sont les critères? Maintenant, tout est beaucoup plus fluide. Ele diz, então, principalmente na sociolinguística, essas comunidades é muito mais fluida, né? A gente anda, ou seja, esses sujeitos se constroem, se constituem ou ocupam diversos lugares, né? E aí, acho que é essa relação dessa socioterminologia ou da gênese. Donc, ce que je disais, c'est poser des critères discursif, de positionnement discursif à l'intérieur du discours. Aller chercher comment le locuteur se positionne à l'intérieur du discours et dans les échanges, plutôt qu'aller chercher des informations sur son statut et le catégoriser. Olhar, procurar, né, o lugar que o locutor, estou usando esse termo, tem dentro do discurso, né, e não nas outras categorias, né? Ou seja, olhar, fazer o que a análise do discurso faz, né? Olhar o sujeito no âmbito discursivo. Sei lá. Oi? Tudo bem? Ok? É difícil. Mas vous pouvez parler en français ou en russi? Esse mas você pode pegar o microfone. Quer vir aqui? É verdade. La prof Lydia Becker va faire la question pour vous. Tem uma câmera aqui, ó. Mas é melhor você aqui. Buonasera, professora. Saluti da Genova, da São Carlos. Est-ce que vous pourriez expliquer mieux les conditions de production de ce discours, de ce forum? Il y a une interaction aussi entre les experts et les non-experts. Les non-experts, ils disent quelque chose, interagissent avec les experts, ou juste sont des exemples de la vulgarisation pour les non-experts et une communication unidirectionnelle? C'est une question très intéressante et j'ai, en fait, dans le texte écrit que j'ai envoyé, il y avait un peu plus de commentaires qui permettaient de voir ces interactions, mais là, j'ai dû couper. Hein. Et finalement, il y a beaucoup d'interactions. Hein. Il y a dans un autre travail, j'ai essayé de voir si
ces forums gardaient les caractéristiques du discours de vulgarisation typique, comme l'a caractérisé Sophie Morand, Berco, donc le paradigme du chef d'orchestre, etc. Donc avec quelqu'un qui fait de la divulgation donc unidirectionnelle. Mais là, effectivement, ce paradigme-là ne semble, du maître d'orchestre, par exemple, ne semble plus convenir. Il y a des interactions du va-et-vient. Il y a la mise en discussion aussi de la part des moins experts, de ceux qui disent le plus expert, etc. Donc, c'est vraiment, il y a des échanges. Bon. Bien évidemment, il y a des postures différentes. Ils disent « je ne suis pas assez expert », etc. Bon, donc, c'est... Sur 800 commentaires que j'ai repérés, il y a des discussions qui sont typiquement de vulgarisation, divulgation, plus typiques, où il y a quelqu'un qui ne sait pas quelque chose et dit, bon, moi je veux acheter, je veux intégrer les éoliennes dans ma maison. Et donc, alors, on lui répond, et donc il ne sait rien, et donc il y a des gens plus experts qui interviennent et qui lui... Sinon, il y a des véritables débats métaterminologiques où les deux types de figures s'entrecroisent. Bon, les commentaires, on ne peut pas distinguer. Merci beaucoup. Oui, ça serait merveilleux analyser aussi cette interaction. Oui. Ah oui, c'est très intéressant. Et après, si vous voulez m'écrire, je peux vous envoyer un article où j'ai fait ça. Oui, merci beaucoup. Je vais en parler un peu plus de ça. Comme ça. Ah, je crois que c'est... Oi, je suis là. Mais alguém? C'est bloqué. Fala, amor. Tá. E se... Como você fala? Beatrice, você fala em italiano? Então fala italiano para ele, meu amor. Vem aqui, vem aqui. Vem porque aí você ajuda a tia que já tá cansada. Ici, il y a une élève qui s'appelle Beatrice et qui parle italiano. Ah, ok. Eu só chamo... moi, je juste s'appelle Livia Falcone, mais non parle italiano. Moi, je pensais que tu étais italienne à l'origine. Elle va faire une question petite, juste pour parler avec vous en italiano. Vem aqui, amor, fala pra mim. Que italiano que você não consegue. Põe. Obrigada, Rei, desculpa. Eu esqueci, perdão. Buonasera, Prof. Ciao, allora, prima di tutto ti chiedo scusa per il mio italiano, perché non è bellissimo anche se sono italiana, ma vabbè. Io volevo chiedere se possiamo avere tipo un email o che ne so, qualche contatto, vai, perché io ho dubbi, sono molto interessata della linguistica italiana, soprattutto della questione dei dialetti, e volevo chiedere un aiuto perché non so chi cercare, ecco. Quindi volevo scriverle un'email. Scrivimi una mail, comunque ti dico già che il più grande esperto è Berruto. Ah. Eu te falo. Berruto, ok? Sì. Su di lui, se cerchi di lui Berruto sociolinguistica, trovi quello che è importante. Va bene. Se ti stai approcciando ora alla sociolinguistica, devi fare prima lezione, si chiama Prima lezione di sociolinguistica di Berruto. Va bene, grazie mille. Pronto, recebeu até uma indicação, até uma bibliografia. Merci, merci, prof.
falar pouquinho mais dessa relação entre o ethos tecnodiscursivo, né, e a socioterminologia. Ok. Monsieur, le professeur Robert Baronas m'a dit si vous pouvez parler un petit peu de la relation des ethos technodiscursives et la socioterminologie. Si vous pouvez parler un petit peu. De l'éthos technodiscursif. Hein? Oui, les ethos technodiscursifs avec la relation à socioterminologie. Ah, ok. Non, alors, non, disons que la question de l'éthos technodiscursif ne concerne pas directement la socioterminologie. Hein? Moi, j'en ai parlé parce que on a l'habitude de dire que les locuteurs, dans les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer et que toutes les opinions sont équivalentes. Mais ce n'est pas complètement ça. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Parce que finalement, on a des éléments qui sont plus techniques et parfois plus discursifs qui nous permettent d'établir des hiérarchies de locuteurs. Parce que, par exemple, si moi j'exprime une opinion et je l'écris sur mon mur Facebook, mon opinion n'aura pas la même résonance, la même audience qu'aura l'opinion d'un influenceur avec 50 millions de followers. Je ne sais pas. Donc, là, j'ai insisté sur ethos technodiscursif, c'est-à-dire, dans ma tête, c'est un peu, parce qu'on l'appelle beaucoup plus ethos numérique. Et moi, j'ai préféré technodiscursif parce que la terminologie de Pavot relie le côté technique et le côté discours. Numérique, ça efface la différence. Alors que là, c'est un mélange entre l'élément technique et discursif. Les forums, donc, il y a des pseudonymes, c'est vrai, donc on ne connaît pas les identités des locuteurs, mais il y a des éléments qui sont permis par la plateforme, par les plateformes des forums qui nous permettent d'identifier, d'avoir des paramètres identitaires, donc éthotiques de l'éthos. Et ces paramètres sont de nature technique et discursive, donc les deux, parce qu'il y a des compteurs qui comptent le nombre de messages et qui gardent la mémoire aussi et l'historique des messages. Il y a des algorithmes qui permettent de classer les messages aimés, etc. Donc, la question de l'éthos technodiscursif n'est pas strictement liée à celle de la socioterminologie. Donc, la socioterminologie est un discours qui concerne plutôt le fonctionnement social des termes et donc beaucoup plus général. Mais là, c'était une question qui m'intéressait justement parce que j'ai pris comme support un support web. Hein, c'est ça. Je ne sais pas si... Oh. Ok. Oui, c'est tranquille. Voilà. Okay. Há mais alguém? Não? Tá bom. Marcelo, você sempre fala, não quer falar? Voilà. Donc, c'est ça. Les élèves sont bien satisfaits. Je ne sais pas comment dire ce mot. Je suis un petit fatiguée et tous les mots de français, elles sont très difficiles. Donc, je m'excuse, je ne sais pas parler portugais. Je parle très mal anglais. Non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais c'est moi qui ne parle pas à long terme, donc voilà. Nous pouvons toujours faire l'interlocution avec les langues qui ne pouvons parler. Voilà, c'est pas un problème. Hein? J'ai besoin de faire tous mes excuses pour les langues. Et aussi, merci beaucoup pour la conférence. Merci beaucoup pour l'interlocution et pour tout ça. Non, merci à vous tous. C'était très sympa. Merci beaucoup. Et de toute façon, on s'est déjà vu comme ça. Merci.
Si vous pouvez parler parce que tous les sons, le professeur Baronas, il est là, ici. Ah, oui. Vous Merci. Merci, monsieur. Tá um Merci pouquinho. beaucoup. Ali, fala, Baronas. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Bon, merci à vous tous. C'est très difficile de suivre. Donc, félicitations aux étudiants. Bravo aux étudiants parce qu'ils suivent dans une langue étrangère qu'ils n'étudient pas. Bravo. Ouais. Ouais. Bravo. Mais quand Bravo. même, c'était bien. Et merci beaucoup. Como que é esperar mesmo? Nous espérons, vous espérons en décembre ici dans le séminaire hein, pour faire la conférence ici à UFSCar. Ok, oui, bien sûr. Nous sommes là. Et vous pouvez m'envoyer quelques emails ou vous pouvez m'envoyer quelques messages sur le WhatsApp. Ouais, je suis là. Nous pouvons... como que é meu contato mesmo? Já esqueci. J'ai oublié. Nous pouvons entrer en contact et aussi y parler. Voilà. Oui, bien sûr. Merci beaucoup et buonasera. Buona serata. Grazie. Buona serata, grazie. Buona serata, grazie. Ciao. Ciao.